Donc après avoir vu un petit peu les techniques de cure d'hernie, donc maintenant on va pouvoir répondre à cette question qui se pose à chaque fois pour les chirurgiens lorsqu'ils sont devant une hernie inguinale, donc celui du choix de la plaque à utiliser. Donc actuellement, tout le monde s'accorde sur le fait que l'utilisation de la prothèse dans la chirurgie pariétale est consensuelle. Pourquoi? Parce que les techniques d'hernioplastie ont montré leur supériorité, et ceci depuis très longtemps, surtout en matière de douleurs post-opératoires et de récidive. Pourquoi? Parce que, bien sûr, depuis l'avènement de la celluliochirurgie dans les cures d'hernie, donc celle qui impose l'utilisation de prothèses dans toutes les approches, et bien sûr, après, la publication de plusieurs résultats qui restaient favorables par rapport aux techniques de pariétographie. Donc un petit peu d'historique, l'utilisation de la prothèse n'est pas récente, elle date de plus d'un siècle. En effet, dès 1900, Giobel avait utilisé des filets métalliques d'argent pour traiter les hernies inguinales, puis après lui sont apparus des filets ou des toiles d'acier inoxydable qui restaient utilisés jusqu'aux années 80. Et puis après, ils étaient éradiqués, abandonnés à cause de leur rigidité qui est responsable de douleurs résiduelles importantes. Puis après, sont apparus d'autres matériaux synthétiques qui ont supplanté ces matériaux métalliques. Et je crois que c'est à partir de 1989, lorsque M. Liechtenstein avait publié cette notion de Fifth Tension hernioplastie, et c'est à partir de là que l'ère moderne des hernioplasties avait commencé, et depuis, le marché des prothèses a explosé, ce qui a permis de mettre à notre disposition plusieurs prothèses répondant aux différentes situations qu'on rencontre lors de notre pratique quotidienne. Maintenant, la prothèse, on devient, puisqu'on a plusieurs prothèses, on devient de plus en plus exigeant envers cet implant. Donc, et au mieux, une prothèse doit être résistante. Sa résistance mécanique doit être suffisante pour pallier aux pressions intra-abdominales. Elle doit être chimiquement inerte et non toxique. Il ne doit pas être altéré au contact des fluides biologiques. Il ne doit entraîner ni allergie ni hypersensibilité. Il ne doit pas être cancérigène. Il doit entraîner une réaction inflammatoire plus faible avec une intense activité fibroblastique. Elle doit être fabriquée à des formes désirées, à des tailles désirées et plus faciles, avec un coût beaucoup plus faible, et être facilement stérilisable. Donc, quels sont les types de prothèses dont on dispose? Donc, en matière de prothèses, on dispose de deux grands chapitres. Il y a les prothèses qui sont synthétiques et il y a les bioprothèses qu'on va voir par la suite. D'abord, les prothèses synthétiques ont été au début classées selon trois catégories: celles qui étaient planes, celles qui étaient préformées en 3D et les plaques bifaces. Mais actuellement, il convient de placer ces prothèses en fonction de leurs propriétés physiques, notamment le maillage. Donc il y a des prothèses qui sont tricotées, d'autres qui sont tissées, d'autres qui sont produites en masse ou se présentent en sous forme de film. Le deuxième critère, et qui est un facteur très très important de la réaction tissulaire, c'est la porosité. Et maintenant, on parle plus de plaques macroporeuses, microporeuses. Mais il faut savoir qu'une plaque doit avoir au moins 75 microns de diamètre, micromètres de diamètre des pores, afin de permettre une meilleure infiltration des fibroblastes, des macrophages, la néovascularisation et la colonisation des collagènes. La résistance de la plaque doit être d'au moins 180 mm de mercure, c'est-à-dire supérieure aux pressions intra-abdominales,
comme vous savez, la pression intra-abdominale peut atteindre 150-160 lors d'une quinte de toux. Le poids, également un facteur important qu'on va voir par la suite. Il va dépendre du type de polymère utilisé pour ces plaques, du type de maillage, et on parle actuellement de plaques lourdes lorsque leur poids ou leur densité dépasse les 90 grammes mètre carré. L'élasticité également est très importante, on va voir par la suite. Elle permet de limiter l'inconfort du patient, surtout lors de la flexion de la cuisse. La taille doit être également adaptée à l'orifice qu'on va couvrir. Et maintenant, on va voir les différents types de plaques synthétiques. D'abord, les plaques classiques, qui sont constituées par les trois différents matériaux et polymères qu'on trouve dans le marché. Il y a le polystère, qui est un matériel inerte, il est hydrophile, mais qui a une tendance à se dégrader avec le temps. On l'utilise de moins en moins dans nos prothèses les plus récentes. Le polypropylène, il est à la base de la majorité des plaques qu'on utilise actuellement. Il est hydrophobe, très résistant. Le PTFE, qui est également utilisé dans les plaques, surtout dans les plaques bifaces, on va le voir par la suite. Puis, il y a les plaques, ce qu'on appelle les plaques légères et ultra légères. Donc, cette notion de légèreté est apparue vers les années 90 avec la commercialisation d'une plaque dans laquelle on avait réduit la quantité de matière de plus de 30% et on a augmenté la taille des pores de 1 jusqu'à 5 mm. Et donc, ce fut la première procédure pour rendre ces prothèses légères, entre guillemets. Pardon. Et puis, d'autres procédés ont été innovés par la suite, surtout avec les plaques qu'on dit semi-résorbables ou partiellement résorbables, soit en ajoutant un filament résorbable au treillis du polymère, soit en enduisant ce polymère avec des polymères qui sont résorbables. Et ces plaques légères ont permis surtout de réduire de plus de 70% la réaction inflammatoire, qui est un facteur très très important pour la performance de la plaque à long terme. Donc les plaques bifaces, on ne fait que les citer, ils ont une face non résorbable faite de PTFE surtout, et une face résorbable. Leurs indications dans les plaques dernières sont très très limitées, on ne fera que de les citer. Puis d'autres améliorations ont été apportées à ces plaques, soit pour faciliter leur utilisation, notamment pour les plaques préformées et prédécoupées, la plus simple et qu'on utilise le plus lors de la technique de Liechtenstein. Les plug patch qui comportent une partie qu'on insère en doigt de gant dans le défect et une partie ovalaire qu'on fixe sur le plancher du canal inguinal. Il y a les swing patch, il y a les all-in-one qui sont constitués de deux parties, celle qui va entourer le cordon et celle qui va être fixée sur le plancher du canal inguinal. Soit des améliorations pour améliorer et faciliter la fixation des plaques. Il y a le PHS, ce sont des plaques en 3D comportant deux parties qui sont reliées par un cylindre. Et il y a les ProGrip, c'est des plaques qui contiennent une sorte de scratch qui vont rapidement s'accrocher aux structures et on a besoin juste de le fixer au niveau du coupeur et le reste va se fixer tout seul. Donc d'autres plaques sont utilisées pour, ça a été déjà dit, donc qui sont plus faciles lors des manœuvres de cilioscopie. Et quand on voit un petit peu la littérature, ce que se fait et des techniques qui sont encore en cours de validation, une équipe iranienne avait essayé d'utiliser la silicone. Donc ce qu'ils font, c'est ils ont commencé à disséquer la région inguinale, réduire le sac, puis ils préparent le silicone dans la salle opératoire.
20-25 cc, ils vont le déverser, ils vont attendre, et ça donne une plaque. D'abord, c'est élastique, c'est un matériel qui est élastique, résistant, il est inerte, il donne peu de réactions inflammatoires, et surtout, ça va donner une plaque qui est personnalisée et qui est en quelque sorte adaptée aux anatomies de chaque patient. Mais c'est uniquement en cours de test, il n'est pas encore validé sur le vivant, ça c'était des tests sur des cadavres. Dans d'autres pays à revenus faibles, donc ils utilisent encore, c'est un article qui est sorti il y a quelques mois, donc ils utilisent encore les toiles de moustiquaire en polyester. Et ils ont montré dans cette étude que effectivement c'est faisable, ça ne donne pas beaucoup de récidives, ça ne donne pas plus de morbidité, ça ne donne pas plus d'infections. Ils l'ont utilisé sur 41 patients. Et c'était des agriculteurs, c'est des gens qui travaillaient, qui faisaient des travaux forcés. Et c'était stérilisable, ils ont découpé, c'est une toile qu'ils ont achetée sur le marché local, découpée. Et ça, c'est revenu beaucoup, beaucoup moins cher. Le prix d'une plaque comme ça, le prix total, c'est-à-dire la plaque, la stérilisation, la mise sur sachet, c'était 0,21 $, pratiquement 2 dirhams, la plaque. Donc, un petit peu, on a vu un petit peu les plaques synthétiques. Un petit mot sur les bioprothèses. Ces bioprothèses qu'on utilise généralement dans la chirurgie pariétale, ils sont soit d'origine animale ou d'origine humaine. Ils sont constitués surtout de collagène associé à de l'élastine acellulaire stérilisée. Donc l'architecture de ce collagène va être utilisée pour servir d'échafaud à l'intégration et la régénération tissulaire de l'hôte. Donc l'idée, c'est de diriger le processus de cicatrisation pour arriver à l'état original du tissu de l'hôte. Certaines études ont montré leur résistance à l'inoculation bactérienne, d'autres ne l'ont pas montré, mais maintenant on est en train de revenir sur les indications de ces bioprothèses dans les traitements dans la chirurgie pariétale. Donc maintenant on revient, après avoir vu toutes ces possibilités, donc quelle est la prothèse qu'on va choisir. Et donc, avant de choisir, il faut voir les principaux facteurs qu'il faut prendre en considération lorsqu'on va choisir notre plaque. Donc, et les principaux facteurs sont au nombre de 4, soit la matière première, l'architecture de cette plaque, la technique chirurgicale qu'on va utiliser et la situation clinique dans laquelle on va opérer le patient. Donc, sur cette méta-analyse, donc, ils ont comparé les plaques résorbables et les plaques non résorbables dans le traitement de l'hernie. Donc, ils ont conclu qu'il n'y avait pas de différence en matière de récidive de douleur chronique, pas de différence en matière d'hématome et d'infection post-opératoire, mais ils ont trouvé un taux beaucoup plus important avec les plaques de sérum avec les plaques résorbables. Donc, dans cette méta-analyse aussi, ils avaient comparé également plaques synthétiques, bioprothèses, et ils ont conclu, les auteurs ont conclu que les bioprothèses, ils ne réduisent pas le taux d'incidence des récidives, ni de la douleur chronique, et nécessitent plus de temps opératoire avec un taux de sérum beaucoup plus élevé. Donc, concernant les polymères, donc cette étude avait comparé la réaction inflammatoire du polypropylène et du polyester. Donc, il n'y avait pas de différence à une année, mais ils ont montré que le polyester a une certaine susceptibilité de se dégrader avec le temps, et c'est pour ça qu'il est de moins en moins utilisé dans les plaques récentes. Donc, concernant la matière première, plutôt pour une plaque synthétique, polypropylène, légère, soit non résorbable ou semi-résorbable. Donc, concernant l'architecture de cette plaque, donc, si on voit les principaux critères d'une plaque
soi-disant idéal. Donc ça nous ramène à étudier les deux principaux propriétés physiques qui sont la densité et la porosité. Donc plusieurs études avaient comparé les plaques légères avec les plaques lourdes. Donc à court terme, ils ont montré qu'il n'y a pas de différence concernant la douleur, mais surtout à partir de 1 an, il y a quand même un léger bénéfice pour la sensation de corps étranger pour les plaques légères. Dans cette autre méta-analyse, la même chose, ils avaient comparé les plaques légères et les plaques lourdes. Donc, ils ont comparé tous ces éléments. Il n'y avait pas de différence à court terme, mais à long terme, ils ont trouvé un bénéfice pour les plaques légères concernant la douleur chronique, les sensations de corps étranger et la raideur de l'aine. Donc, concernant la fixation, on en avait parlé tout à l'heure. En chirurgie ouverte, donc, ils ont comparé dans cette méta-analyse les progrippes, c'est-à-dire les plaques qu'on ne fixait pas, qui avaient les sortes de scratch qu'on avait présentées tout à l'heure, avec la fixation en chirurgie ouverte. Donc, il n'y avait pas de différence concernant ni la douleur chronique, ni les sensations de corps étranger, ni la récidive et le temps opératoire. D'autres avaient montré qu'il y avait un bénéfice uniquement sur le temps opératoire. Ça a permis de réduire le temps de fixation de cette plaque. Donc, une autre étude qui a également comparé les progrippes avec la fixation. Donc, c'était le seul élément qui sort, c'est essentiellement le temps opératoire qui était beaucoup plus court avec les plaques sans fixation. En chirurgie cœlioscopique, donc la même chose, ils avaient comparé tous ces éléments, le temps opératoire, les douleurs, les complications post-opératoires, les douleurs chroniques, les récidives et les jours hospitaliers, et il n'y avait aucune différence significative, sauf dans certaines études, ils avaient fait sortir qu'il y avait un léger bénéfice concernant le coût et le temps opératoire. Maintenant, le troisième élément qu'il faut prendre en considération lors de notre choix de prothèse, c'est la technique opératoire qu'on réalise. Bien sûr, il y a une plaque pour chaque approche, qu'elle soit antérieure ou postérieure. Par exemple, pour Liechtenstein, une plaque plate de 5 sur 10 cm en polypropylène fera l'affaire. Pour les approches postérieures partielles combinées avec une approche antérieure, les plaques plug patch et les PHS ont été utilisés, mais actuellement il y a plus de soucis avec ces plaques plug patch parce que des soucis surtout avec la partie plug, le devenir de ces plugs, parce qu'il y avait des cas de migration dans les organes de voisinage. Il y a même dans le côlon, le sigmoïde, qui a été décrit dans la littérature. Donc maintenant, ils sont en train de revoir ces plug patch et surtout la partie plug qui est en train de revisiter. Pour les approches, bien sûr, strictement postérieures, soit en chirurgie ouverte, soit en cœlioscopie, bien sûr, en chirurgie ouverte, une plaque de taille suffisamment importante, donc il suffira. En cœlioscopie, on avait montré tout à l'heure qu'il y a des plaques spécifiques pour chaque technique, droite, gauche, des plaques avec mémoire de forme. Le dernier critère qu'il faut prendre en considération, c'est la situation clinique. Donc, devant un patient qui est asymptomatique, notre but est de guérir cette hernie et pour éviter l'incarcération ou les complications. Donc, dans ce cas, il faut choisir une technique qui convient le mieux pour parvenir à cet objectif. Et le choix de la plaque va se faire parmi ceux qui conviennent le mieux à cette technique. C'est un patient qui a des douleurs qui sont très importantes, qui souffre, donc il faut choisir une prothèse qui va donner théoriquement moins de réponses inflammatoires. Un syndrome infectieux en cours doit être traité avant d'aller opérer le patient. S'agit-il d'une récidive ou d'une hernie primaire? Donc les récidives sont généralement opérées par
une technique différente par rapport à celle qui a récidivé la première fois. Il faut demander au patient s'il avait une chirurgie abdominale basse qui va empêcher surtout une chirurgie laparoscopique. En situation d'urgence, s'il s'agit d'un étranglement, donc le mieux est de choisir une prothèse qui a une certaine résistance en milieu contaminé. En cas d'occlusion, une approche postérieure doit être réalisée afin de vérifier la vitalité des anses intestinales. La taille de l'hernie est également un élément qui permet d'impacter le choix de la plaque, surtout les hernies inguinoscrotales de très taille. Mais outre la taille et la réductibilité, c'est surtout la taille du défect qui doit être prise en considération. Donc, en conclusion, comment d'abord choisir cette plaque? Il faut d'abord aligner les objectifs de l'intervention avec ceux du patient. Est-ce qu'on est en train d'opérer un patient qui est symptomatique ou on est en train juste d'aller traiter pour guérir l'hernie? Par la suite, il faut prendre en considération la réponse inflammatoire aiguë attendue et les performances à long terme de cette plaque, puis planifier la technique en fonction de nos pratiques, quotidiennes et de la situation clinique. Une fois cette technique choisie, donc la prothèse va être choisie en fonction de celle qui convient le mieux à cette technique. La dernière slide, je parle, les recommandations ont été un petit peu citées tout à l'heure, mais je veux dire juste que le Liechtenstein maintenant, c'est la technique de référence. Les patchs plug et les PHS donnent des résultats qui sont équivalents à la Liechtenstein et peuvent constituer une alternative. Les plaques légères doivent être et sont recommandées en chirurgie ouverte parce qu'ils permettent un meilleur bénéfice concernant la douleur et la sensation de corps étranger, mais ce bénéfice n'a pas été montré en chirurgie laparoscopique. Lors de la TEP utilisant des plaques lourdes, la fixation traumatique par un matériel non résorbable est inutile. La fixation atraumatique, soit des plaques, les progrip, soit en utilisant des cols, donc doit être réalisée dans le TAP et le Liechtenstein. Il donne de bons résultats à court terme et je vous remercie.